Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ma vidéo sur mon bilan de mes lectures d'été. Il n'y en a pas eu énormément, pour moi l'été ça a plutôt rimé avec fin d'études, rédaction de mémoire, soutenance et tout ce qui va avec. J'en ai quand même profité pour partir une semaine en vacances où j'ai vu mes deux meilleures amies et notamment Gladys qui a fait un petit vlog sur sa chaîne si vous voulez aller le voir. Et du coup j'en ai pas beaucoup lu à cette période là, mais j'ai quand même un bilan sur juillet et août à vous faire et ensuite on passera au mode automne puisque je vous prépare également une palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai envie d'y participer cette année, ce sera la première fois et vu que j'adore l'automne, c'est l'occasion rêvée. Mais pour l'instant, j'ai encore deux vidéos à faire, donc mon bilan lecture et mon book haul de l'été pour passer à l'étape suivante. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Les saisons de la tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. J'ai la version reliée ici. J'ai lu ce livre en lecture commune avec ma sœur, étant donné que je lui avais offert pour son anniversaire au moment où il est sorti. Et on était super contentes de se lancer dans cette lecture toutes les deux, sauf que ça ne l'a pas fait, ni pour elle ni pour moi. On avait vraiment été déçus toutes les deux de cette lecture, alors qu'elle s'avérait prometteuse. Donc, dans cette histoire, on va suivre Jack et Fleur, qui sont des personnifications des saisons. Jack est la personnification de l'hiver et Fleur du printemps. Le truc dans cet univers de fantasy, c'est que chaque saison doit tuer la précédente pour survivre, tout simplement. C'est le jeu, c'est un espèce de Hunger Games un petit peu. J'étais persuadée que c'était un petit peu une course contre la montre et que quand vous êtes mort, vous êtes mort. Donc je comprenais l'enjeu à travers ça. Sauf qu'en fait, non. Les saisons sont toujours les mêmes dans le même endroit du monde. Donc en fait, vous êtes tué, vous êtes mis en pause et vous revivez, entre guillemets, une saison plus tard. Ça m'a un petit peu dérangée dans le sens où je pensais qu'il y avait un vrai engagement et une vraie mortalité derrière. Et en fait, le pitch de cette histoire, c'est que Jack, donc l'hiver, et Fleur tombent amoureux. Et du coup, il ne va pas vouloir la tuer. Non, c'est l'inverse. Fleur ne va pas vouloir tuer Jack l'hiver pour prendre le contrôle de la saison. On va donc assister à une fuite puisque les saisons vivent dans une espèce d'université, en tout cas une infrastructure qui les héberge. Ils sont repartis en dortoir donc par saison et Jack et Fleur vont essayer de s'évader pour faire vivre leur histoire d'amour au grand jour. Voilà le pitch, j'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Je ne sais pas si ça vous donnera envie, moi ça me disait énormément. Comme je vous disais tout à l'heure, ça me faisait beaucoup penser à un mélange de Hunger Games et de Endgame également. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il est un petit peu plus vieux. Ouais, une espèce de chasse à l'homme, de course contre la montre et j'en attendais beaucoup aussi sur le côté écologie et environnement, chose qui n'est pas du tout abordée. Même au niveau des personnages, on reste beaucoup en surface, on ne va pas chercher en profondeur, il n'y a pas eu d'attachement plus que ça avec les personnages. Et même si je n'ai pas vu venir la fin, ça peut être une fin prévisible. Ma soeur m'a dit que pour elle c'était une fin très prévisible. Moi je ne l'ai pas vu venir donc j'étais plutôt surprise. Mais la chose que je me demande, c'est que c'est censé être une duologie et qu'est-ce qui vient après? Parce que pour moi ce tome se suffit à lui-même en fait. Surtout qu'à la fin on se dit tout ça pour ça, donc à quoi bon attendre le deuxième tome? Je ne sais pas si je l'achèterai, j'imagine que oui, étant donné qu'il n'y en a plus qu'un après. C'est pas comme si on s'engageait sur une saga de 7 tomes, mais pour le coup, il se suffit à lui-même et voilà, il est moyen, il est sans plus. Pour celui-là par contre, laissez-moi vous présenter mon coup de cœur monumental, coup de cœur que je n'ai pas eu depuis, je dirais, quelques années. J'ai eu beaucoup de très bonnes lectures, mais des coups de cœur au point de Crescent City, jamais. Donc Crescent City, c'est de Sarah J. Maas et il est publié chez De Saxus. Là, je vous présente l'édition reliée. Moi, je ne garde pas la jaquette, donc je ne l'ai pas, mais je pourrais glisser une petite photo pour vous montrer la jaquette de la couverture brochée, étant donné que le relié est introuvable aujourd'hui. Donc le premier tome s'appelle Maison de la Terre et du Sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été mon premier Sarah J. Maas, donc je n'ai jamais lu ACOTAR, ni Kaeleana, ni tout ce que Sarah J. Maas a pu écrire. Et ça a été un coup de cœur direct. Dès les premières pages, je me suis plongée corps et âme dans cette histoire et je l'ai adorée.
Pour vous faire un résumé, même si on en entend beaucoup parler actuellement sur les réseaux sociaux, tout le monde est en train de le lire et tout le monde est en train de tomber éperdument amoureux de ce livre, on va suivre Bryce, qui est une jeune femme mi-faée, mi-humaine, qui va assister à un meurtre qui va beaucoup la chambouler puisque ça va toucher une personne proche. Et suite à ce meurtre, elle essaye de se reconstruire, de survivre tout simplement. Elle vit sa vie quotidienne, son train-train, son boulot, etc. Sauf que 2 ans plus tard, 2 ans après ce premier meurtre, des meurtres similaires vont avoir lieu et l'archange va la recruter, si on veut, pour la mettre sur la mission et pour enquêter en fait sur ces meurtres. Dans cette mission, elle va être accompagnée de Hunt, le protagoniste masculin. Autant vous le dire tout de suite, il y a une petite romance qui s'installe entre les deux et justement, elle est extrêmement bien dosée. Enfin, c'est pas une romance coup de foudre au premier coup d'œil et c'est ça que j'aime. J'ai un peu de mal avec les romances aujourd'hui parce que c'est souvent... c'est la femme de ma vie, coup de foudre au premier regard, etc. Et là, ça prend son temps, ça s'installe comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas connu de coup de foudre, donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et ça me fait du bien, je trouve, de lire des histoires réalistes. Alors, pour autant, on est dans un univers d'urban fantasy, donc niveau réalisme, il y a mieux, on va dire. Mais la cité est très bien décrite, les mœurs des personnages sont très bien décrites. J'ai beaucoup aimé aussi la richesse du nombre de personnages et de créatures et la hiérarchie qu'il y a tout autour de cette cité. Vraiment un énorme coup de cœur et pour autant c'est une énorme brique, hein. Il fait pas 1000 pages pour autant mais c'est une très grosse brique et je n'ai jamais vu les pages défiler. Je trouve qu'il n'y en a aucune qui ne sert à rien. Tous les chapitres et toutes les phrases ont leur importance et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, mis à part que j'ai tout aimé dans cette histoire, les personnages, l'enquête policière aussi, où franchement on voit rien venir. En tout cas, avec moi, ça a marché de A à Z. Je n'ai rien capté, même au dernier moment, je n'en revenais pas. Les dernières pages sont haletantes et la seule chose que j'attends, c'est la sortie du tome 2 pour voir où va nous mener cette histoire. Pour le coup, on ne s'arrête pas sur un cliffhanger, donc c'est bien. On pourrait considérer que l'histoire se termine là. On a des petits indices qui évoquent une suite, mais pour autant, on termine avec le cœur léger de se dire que l'enquête est résolue, que tout est terminé, etc. Donc oui, Crescent City, moi aussi je suis tombée dedans, énorme coup de cœur et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de le relire quoi, presque tout de suite et je pense que je le relirai avant la sortie du tome 2. Il est publié en février en anglais, j'espère que De Sexus va suivre très vite pour la traduction parce que j'aimerais beaucoup avoir l'édition française dans ma bibliothèque parce que je pense que ça va vraiment être une saga qui va marquer ma vie et je veux les avoir dans la même édition. Après cette déclaration d'amour pour Crescent City, j'ai eu un peu du mal à retomber sur mes pattes et je me suis dit que j'allais me lancer dans un petit jeunesse pour décompresser et pas me prendre la tête. Et j'ai eu envie de me lancer dans Les Orphelins Baudelaire. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est une saga qui a marqué mon enfance et j'ai eu envie de tous me les racheter pour les avoir dans ma bibliothèque et pour les relire parce que je me souviens avoir passé d'excellents moments sur ces lectures quand j'étais petite. Et donc je me suis lancée dans le premier, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et le premier tome, Tout commence mal, donc écrit par Lemony Snicket. J'adore la façon dont est racontée l'histoire, ce côté un peu macabre, un peu sombre et un peu d'humour noir. Et finalement, ces côtés-là, on ne s'en rend pas vraiment compte quand on est enfant. On voit juste leurs malheureuses aventures et on le prend tel quel, mais il y a beaucoup de remarques, de sous-entendus de l'auteur qui sont hyper sarcastiques et super drôles à lire. Donc c'est un jeunesse, mais il peut très bien se lire à l'âge adulte sans problème, on passe un aussi bon moment. Et ce que j'ai envie de faire avec cette saga, c'est de lire les tomes et de regarder les épisodes correspondants parce que la série a été adaptée sur Netflix il y a quelques années et en fait 2 épisodes de la série correspondent à un tome du roman. Donc là j'ai lu le premier tome et j'ai regardé les 2 premiers épisodes et j'ai franchement adoré, j'ai envie de continuer. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je pense que je glisserai les prochains tomes des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge parce que ça correspond tout à fait à la circonstance.
Pour vous faire un résumé tout de même, il s'agit de 3 enfants qui vont devenir orphelins au tout début de l'histoire. Ils apprennent que leurs parents sont morts dans l'incendie de leur maison, donc ils ont tout perdu, et leurs parents et leurs biens matériels. Et ils vont se voir recueillir par le comte Olaf, qui est le personnage antipathique par excellence et une caricature des mauvaises personnes dans les contes d'enfants. Donc il est vraiment méchant, acariâtre, sa maison ne ressemble à rien, c'est un taudis. Il ne donne aux enfants pas grand-chose, c'est-à-dire qu'ils ont un lit pour 3 et un carton qui leur sert d'armoire. Donc si ça peut vous donner une idée du contexte dans lequel ils vivent. Et malgré ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette histoire. Les enfants ne se laissent pas abattre, ils relèvent les épreuves à bras-le-corps et ils essayent de tout faire pour comprendre ce qui est arrivé à leurs parents et échapper aux griffes du comte Olaf. Parce que le but du comte Olaf, c'est de récupérer la fortune des orphelins. En tout cas, moi, j'ai un attachement particulier avec cette saga parce que c'est une saga de mon enfance. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite chaudement à découvrir le premier tome. Je pense que la narration pourra vous surprendre et vous donnera envie de continuer, pourquoi pas. Ensuite, je me suis lancée dans Phobos de Victor Dixon, publié chez Pocket Jeunesse en format poche. Alors, avec Phobos, j'ai cru comprendre sur Instagram que soit ça passe, soit ça casse. Moi, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le pitch. Alors, ça reste du young adulte et je pense qu'avec quelques années de moins, j'aurais encore plus apprécié. Mais je dois avouer qu'avec moi, ça l'a fait. Pour vous faire un pitch de Phobos, donc on va suivre 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars avec pour mission de peupler cette planète. Et en fait, ça va s'organiser autour d'un speed dating version télé-réalité. Les 6 prétendantes filles vont rencontrer les 6 prétendants garçons à tour de rôle pour essayer de trouver leur futur mari avec qui elles feront des enfants pour coloniser la planète Mars. Bien entendu, il y a une histoire politique, de complot derrière tout ça. Et dans le premier tome, on commence à voir les prémices un peu de tout ce qui se met en place. J'ai bien aimé la dualité, le côté vraiment télé-réalité où on voit ce qui se passe dans la navette qui part pour Mars parce que c'est pendant ce voyage-là qu'elles vont devoir faire leur rendez-vous de speed dating. Donc on se place plus du côté des filles étant donné que le personnage principal est une fille. On voit un petit peu ce qui se passe dans leur vie, mais alors c'est pas énormément creusé non plus, hein. On voit plus les brefs rendez-vous de speed dating qu'elles ont avec les garçons. Et puis derrière, on voit tout le côté gestion de la télé-réalité, la boss qui gère ça, qui a pas l'air bien sous tout rapport. Et ouais, on apprend plein de petites choses au fur et à mesure des pages. C'est très bien égrené, l'action elle est assez là. Enfin voilà, avec moi ça l'a fait, c'était une bonne histoire. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais je n'ai pas lu beaucoup d'histoires qui ressemblent à celle-ci avec un côté science-fiction où on envoie des personnes sur Mars, le côté télé-réalité, tout ça, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir la suite, voir quelle tournure va prendre cette histoire pour savoir si je l'aime toujours autant. Mais en tout cas, moi, ça l'a fait. Et puis pour finir le mois et pour tout doucement voir venir l'arrivée de l'automne, j'ai commencé la collection Harry Potter au cinéma. Donc le premier tome, c'est les créatures de la forêt, du lac et du ciel. C'est du graphique tout simplement avec des explications sur les personnages. Donc ici, c'est sur les créatures et ça se lit très vite. Ça fait du bien de se replonger dans Harry Potter à l'arrivée de la rentrée du mois de septembre. J'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque, j'ai le 2 mais après je crois que j'ai le 5 donc si je veux les continuer il va falloir que je m'en procure un petit peu. Est-ce que vous connaissez cette collection? Les fans de Harry Potter, je pense que oui, parce qu'en plus c'est vraiment pas cher et c'est très joli, du plus bel effet dans la bibliothèque. Donc voilà, j'ai terminé l'été avec cet album Harry Potter. Je voulais également faire un point sur mes lectures audio parce qu'au cours de l'été, j'ai écouté 2 livres audio. Le premier, je vous mettrai l'image ici, c'est le syndrome du spaghetti. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de l'autrice, mais vous l'aurez sur l'image. C'est une petite histoire contemporaine, young adulte, où on va suivre une jeune fille qui est au lycée, qui pratique le basket à haut niveau. Et du jour au lendemain, elle va voir sa vie chamboulée puisqu'elle va apprendre qu'elle
a une maladie particulière qui va l'empêcher de jouer. Donc franchement, j'ai plutôt apprécié. Il y a eu des petits moments où j'ai senti l'émotion monter. C'est pas une lecture qui restera longtemps dans mes pensées et dans ma tête, mais je pense que ça peut être bien de le lire à cette période-là du lycée où on se découvre un petit peu et où on vit à fond ses passions. On a l'impression que c'est le but de nos vies. Ça m'a fait beaucoup de bien, surtout que je sais que l'autrice, elle est atteinte du même symptôme que la jeune fille dans l'histoire. Donc elle a un côté vraiment très imprégné de cette situation-là qui a rendu le récit hyper vivant. Ça parle aussi du deuil, de l'amitié, des projets de vie qu'on peut avoir à l'adolescence. Et franchement, c'était une écoute plutôt sympa que j'ai beaucoup appréciée, même si je pense que je vais l'oublier. J'ai écouté aussi Archer Voice de Mia Sheridan sur Audible dernièrement. Alors là, c'est une romance plus new romance, on va dire. J'ai toujours un petit peu du mal avec les classifications des romances comme ça, ne m'en voulez pas. Là, on va suivre Archer et Bree. Archer est muet depuis un tragique accident qu'il a eu quand il était enfant, que je vous laisserai découvrir dans l'histoire. Et Bree, elle déménage de la petite ville où elle habite pour aller se paumer dans une petite campagne, une petite maison où personne ne la connaît, et elle veut reprendre sa vie en main parce qu'elle a vécu des choses vraiment pas faciles dans sa vie d'avant. Donc elle veut prendre un nouveau départ. Les deux vont finir par se rencontrer et une histoire d'amour va naître de cette rencontre. C'était une belle histoire. Pour autant, j'ai finalement pas été aussi emportée que ça, parce qu'à partir du moment où les deux personnages sont en couple, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de scènes de fesses, beaucoup trop détaillées et beaucoup trop mécaniques, et autant en papier ça passe peut-être un petit peu plus, mais quand vous écoutez un livre audio et que ça dure presque 5 minutes et qu'on a une petite interlude et que ça reprend sur le sujet, c'est assez redondant. En tout cas, moi, je me rends de plus en plus compte que c'est pas du tout les choses que j'aime lire ni écouter. Donc, ça m'a vraiment dérangée. Pour autant, l'histoire d'amour entre Bree et Archer, elle est vraiment très belle. Et si on avait eu moins de scènes et de détails comme ça, je pense que ça m'aurait profondément émue. Ça se base sur une histoire de violence, de difficultés dans le couple. Les deux ont vécu des traumatismes et ils essaient de se reconstruire ensemble, ce qui rend leur histoire particulière, etc. Mais ouais, sincèrement, les scènes comme ça, j'en peux plus en fait. Et je me demande s'il y a vraiment des gens qui apprécient de lire ça, en tout cas à ce point. Je dis pas, dans certaines romances, ça a tout son sens et on en a besoin, mais est-ce qu'on a besoin de détails aussi techniques? Je veux dire, l'imaginaire, c'est bien aussi, non? L'imagination, vous laissez deviner des choses. Je prends un exemple que vous connaissez certainement, mais dans la romance Eleanor and Gray, on a quelques scènes comme ça, mais c'est incorporé dans l'histoire, c'est très bien mis en avant, bien utilisé, et on n'a pas 10 pages de détails là-dessus. Là, ça m'a vraiment gênée, et pour autant, je pense que c'était relativement soft malgré tout, hein, je vous dis ça, mais franchement, ne prenez pas peur. Si ça ne vous dérange absolument pas, je pense que ça ne vous fera rien. Mais vraiment, en livre audio, c'est assez particulier. Et je suis pas prête de renouveler la chose, on va dire. Du coup, je ne sais pas quoi écouter en audio, parce que la fantasy, j'ai un petit peu de mal quand les univers sont beaucoup trop détaillés, parce que j'écoute des livres audio sur la route pour aller au travail. Et des fois, oui, j'ai des moments d'absence, hein, je me perds, donc d'écouter de la fantasy, c'est compliqué. La romance, s'il y a trop de scènes comme ça me gonfle très vite. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des recommandations de livres audio qui pourraient me plaire? Donc soit de la romance, soit du contemporain, sans trop de scènes, voilà. Je vous laisse du coup me donner quelques petites recommandations dans les commentaires, en sachant que j'écoute sur Audible, donc il faut que ça soit disponible sur cette plateforme. Voilà, pour moi, c'est tout pour mes lectures de l'été. Je n'attends qu'une chose, c'est de me lancer à corps perdu dans le Pumpkin Autumn Challenge pour commencer les lectures de saison, parce que l'automne est certainement ma saison préférée, au point que j'ai un tatouage en rapport avec ça. Donc voilà, c'est quelque chose...
J'ai vraiment très hâte de me lancer là-dedans. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il me reste mon book haul de l'été à vous tourner et ensuite on passe en mode automne. Et je sais que dans la communauté des gens qui adorent les livres, on est beaucoup à être très fan de l'automne comme je le suis. Donc j'espère que mes prochaines vidéos vont vous plaire, mes prochaines publications aussi. J'ai commencé à poster des photos sur Instagram avec le thème un petit peu automnal pour rentrer tout doucement dans le mood. Et puis en attendant, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour mon book haul de l'été. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!